C'est bon. Je vais aller les stimuler d'une façon modulaire. Ça peut aller par des vibrations. Alors c'est bon, messieurs? Ouais. Donc je pense là, tu as les bases pour faire un film. Même si c'est fictif, tu vois, un truc... Mais je peux pas. Un film avec des acteurs, tout ça, non. C'est pourquoi je en cuisine. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est tout ce qui est format télé. Enfin, je me suis à un moment donné rendu compte que je pouvais plus voir un film, une comédie, un truc. Ah ouais. Mais si c'est de la merde, je peux plus. Bah les films d'aujourd'hui, les films c'est de la merde hein, aujourd'hui. Tu regardes Ouais. le cinéma. Tu dis même une fiction, en fait ça dépend ce que tu veux faire. T'as les types, moi je pense à Scorsese qui passe à Cannes. T'as les types qui aiment bien, depuis toujours, ils vivent des choses, des tournages, ils sont là à acheter pour l'adaptation d'un bouquin, après avoir les mecs qui bossent pour eux pour le scénario. Et après ils ont une équipe qui tourne, mais il y a une façon de vivre les choses. T'en as qui font des documentaires, t'en as qui font des films. Et il faut aimer tout ça, il faut aimer tout le processus. Si les trucs qui t'emmerdent, bah, tu le fais pas, c'est ton truc à toi, quoi. Tu fais ce que t'as envie de faire, quoi. Il s'est remis en question, Scorsese, qui est un... C'est un mec qui fait des documentaires aussi, hein. Il a fait des documentaires. Sur le rock, sur Rolling Stone. Au départ, ce mec-là, au départ, même quand tu vois les affranchis, c'est un mec qui adore la musique et il fait des arrêts sur image, il fait des voix off. Enfin, c'est pas comme. Te souviens-tu du générique de Raging Bull? Bah non. L'intro. Non. Toi qui es musicien, ça devrait te plaire. Ouais. Raging Bull qui raconte la. Michel, je vais t'en qui faire. relate la vie de. Boxeur. Pardon? C'est un un boxeur. Je sais plus son nom, célèbre. Et le générique du début de Raging Bull. Je crois que je l'ai pas vu le film. Hein. J'ai pas vu le film, non. Faut voir le film. J'ai pas peur de dire quand j'ai pas vu, mais il va falloir que je vois le film. Le générique du début, tu as les cordages du ring qui, pris sous un certain angle, te donnent en fait 5 lignes. Ouais. Alors, on va enlever les téléphones qui n'ont rien à faire sur la table. Ouais, il gêne un peu là. Êtes-vous capable de parler et de manger? Ça va être, Oui. ça va être compliqué. Mais il y a que Philippe qui parle. Ça refroidit très vite. Ah ouais. Et donc tu as Prenez, les gars, c'est pour vous. les 5 lignes liées avec les 5 cordages, 5 cordes du ring. Et tu as Raging Bull, donc le personnage de De Niro, joué par De Niro, avec son truc à capuche sur lui, qui est sur le ring et qui, avec les gants de boxe, est en sparring partner comme ça sur le ring. C'est une partition. Ah bah. Excuse-moi. La partie, regarde le cadre, c'est les 5 lignes de la portée avec une clé de sol jouée par De Niro et son truc, et il va te raconter l'histoire. Mais cette intro de Raging Bull, cinématographiquement, te dire que le mec il a une idée de vous raconter une histoire qui met en scène, c'est sur un boxeur, des choses comme ça, tu te dis ok. T'as compris, le type, il aime bien la musique, il a fait des documentaires sur des groupes de rock, je sais plus lesquels, mais je sais pas si c'est le Rolling Stone, mais Scorsese, t'as bien compris comment il travaille, et t'as compris aussi ce que lui il aimait faire, mais tu dois savoir ce que t'aimes faire aussi, toi, de toute façon. Ouais, et en plus, moi j'ai fait des études de ciné, donc je Moi aussi. Et j'ai fait en fait, ce que j'adorais dans les études de ciné, c'était l'analyse filmique. Ah ouais, moi j'aime bien aussi. Hein. C'est-à-dire que tu pars du produit fini, tu regardes le film, donc l'image, le truc, etc. Et là, le truc, c'est de remonter tel le saumon jusqu'au scénario, c'est-à-dire jusqu'à l'idée du réalisateur. C'est-à-dire que, ok, l'idée. Tu as raconté l'histoire de Raging Bull. Mais comment tu racontes l'histoire? Comment tu la mets en scène? Comment tu... Parce que au-delà de l'histoire, il y a le sens que tu veux lui donner. C'est tout ça qui est important. Tu travailles ça au départ, de toute façon. Et donc, l'analyse filmique, et moi j'avais un prof qui était... L'analyse filmique qui était topissime parce que avec d'abord des valeurs profondes, on va dire, d'humanité, et puis une lecture, mais quasi psychanalytique du truc. Je sais pas, je connaissais pas ça,
sa formation spécifique, mais il y avait de ça. Et dans l'analyse filmique, ce que j'ai adoré, j'ai notamment C'est moi qui gêne, hein. Je suis dans le passage. la séquence du film avec Harrison Ford où il va chez les Amish. Quel film? Ah, je l'avais vu. Dans Witness? C'est Witness? témoin, c'est ça? Witness. Witness. On est Avec l'histoire en fait du gamin qui est témoin Non. du meurtre d'un policier Oui, Ah oui, c'est mieux peut-être. dans les chiottes de la gare. La mise en scène. En fait, on a traité toute la mise en scène jusqu'à la fin, le meurtre ou commis dans la gare. Ouais. Ouais, t'as raison. Et on a analysé donc la séquence image par image. Donc il avait une technique en 1 heure de temps. Pendant un quart d'heure, il nous montre la scène. Un autre quart d'heure, le quart d'heure d'après, il met des remarques en mettant des pauses arrêt sur image. Et après, sur la dernière demi-heure, il remonte le truc. Et l'idée, c'est de remonter jusqu'à l'idée. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il exprime en filmant comme ça, qu'est-ce que ça induit, voilà. Comment insuffler la vie alors qu'on parle de mort, comment la mort est prise en charge par la communauté, comment la mort est prise en charge symboliquement quand il croise la mort dans la gare, et comment la mort brute qu'il va devoir vivre et où il est en train de jouer sa survie va se jouer, et comment il va traduire les pensées du gamin qui est plaqué contre le mur des chiottes parce que l'autre est en train de le chercher dans les WC avec des bulles, des trucs dessinés sur les murs où à un moment donné tu vois le gamin il a une oreille grande comme ça quoi. Et en fait c'est le graffiti qui est sur le mur des chiottes où le gamin il écoute comme ça et, voilà. Et ça c'est une idée de mise en scène où à l'image tu traduis le sentiment. Alors que tu le vois ou pas, c'est pas bien grave. Lui en tout cas il y a pensé, et ce qu'il y a de bien c'est que ton inconscient en fait, même si toi tu n'as pas conscience, ton inconscient l'enregistre. Et c'est ça là, la puissance que l'on peut dégager soi-même, issu de l'intuition, issu de tout ça, c'est comment aller trouver des astuces qui vont te permettre d'amplifier en fait ton message. Pourquoi ? Parce que des fois aujourd'hui, et on est tous dans des cas comme ça, le message il peut être hyper important. Mais derrière, en fait, tu le gâches parce que tu te rends pas compte de ton pouvoir à induire un certain nombre de choses et qui crée un différentiel entre ce que tu veux dire, ce que tu dis et ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ça crée une disharmonie. Et en fait, on s'aperçoit de plus en plus que cette disharmonie, elle est entretenue. C'est-à-dire qu'on te sollicite tellement que tu ne sais plus où t'en es et tu es toujours à la ramasse et tu ne penses jamais jamais tu fais d'analyse filmique. Jamais tu reviens en arrière en mesurant les conséquences de telle situation ou de telle... avec... Ah oui, pas le matin, ouais, enfin les situations que tu vis. Et surtout les situations où t'es pas bien. On nous a appris à les fuir, alors qu'il faut les embrasser. Et c'est compliqué. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez dit quoi là? Bon, Eric. Non, pas Eric, celui-là. J'ai pas mangé ça. Manger la viande. Manger des pommes? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas trop ça ici. Ça, c'est du nord de Bigorre, c'est particulier. Enfin, là, elle est trop cuite d'ailleurs. Je l'ai fait un peu trop cuire. Et le gras, ils font et c'est très bon. Non, mais là, il est très bon. Hein, c'est du porc, ça. C'est trop cuit. Ouais, mais du nord de Bigorre, c'est con, mais t'as l'impression de manger autre chose que du cochon. C'est vrai, au début, je pensais que c'était du poulet, moi. Ouais. Non, mais je sais d'où tu viens. Ouais. Ça, t'es excusé, Il faut comprendre les gens par rapport à d'où ils viennent. J'en ai un par an. Mais entre toi qui viens de me faire sa réaction, tout à l'heure, Lucky qui regarde l'entrecôte, oh, du magret. Je sais pas comment tu le prends quand il te dit j'en ai un par an.
McDo, il n'est pas présenté pareil. Nord de Paris. Ah, d'accord. Ah, Ouais, voilà, c'est ça. Peux te solliciter, s'il te plaît? Bien sûr. Philippe, tu te lèves? Voyons. Celui-là aussi, c'est vert aussi. Laurent. Voilà. Merci. Ça c'est mon père qui disait t'as des jambes. Super. Et à toi, Merci. ça Oui. C'est bien. T'as mangé, toi aussi? Hein, je grignote. Tu sais, quand Grignote. tu fais la cuisine, en revanche, tu peux pas bouffer. Ah bon? En fait, tu as pas faim. Ah oui. C'est les odeurs, tous ces trucs. J'ai jamais compris pourquoi les cuisiniers ils étaient tous gros comme des baleines, alors qu'on mange jamais. Mais gros, c'est parce qu'on bouge pas trop ou on mange trop gras? Enfin, moi je bouge après. J'ai beaucoup de surface dehors pour bouger. Ouais. Mais je comprends pas. Mais goûter pour montrer, pour voir un peu si. Non, pas besoin de goûter, mais quand on sait doser. Si. Un petit peu. Tu sais, en 15 ans où j'ai eu des cuisiniers, dont 2 qui ont été étoilés, donc j'ai eu des très bons. Mais je sais une chose, j'en ai eu 1 ou 2 qui ne goûtaient jamais, c'était les teubés. D'accord. Tu sais, quand tu leur demandes, moi j'arrivais en cuisine, quand je servais, je leur disais combien de temps, chef? Tu sais, pour envoyer. Je sais pas, moi je fais tout au minuteur, je suis pas cuisinier, mais je sais une chose, à un moment donné, on me dit des trucs, et puis ne serait-ce que pour faire autre chose, pour ne pas louper ton truc, tu mets un timing, et je pense à un con là qui me disait chaque fois je sais pas, il me gonflait, je me demandais s'il me faisait exprès pour m'emmerder, je sais pas. Il savait sur quel bouton Non mais t'as un cœur coulant au chocolat, tu sais que c'est 7 minutes. Si c'est des parafroids, c'est un peu plus. Et jamais le truc 7 minutes, parce qu'à un moment donné, jamais tu pourras me faire croire que quand tu fais autre chose, tu sais que les secondes qui passent, combien de temps passe. Bon, vas-y, les gars, parce que là, moi je peux Après les frites à la graisse de canard, si vous ne connaissez pas, c'est très bon. Ah, bien sûr. Ça, c'est super. Bon. Ça, c'est super bon. En fait, tout est super bon, en fait. Et après, je vais reprendre notre C'est ça le problème, on sait pas qui est super bon. Et je vais vous la resservir tout à l'heure, réchauffer, mais avec un petit quelque chose que je rajoute. Et il y aura un goût différent. Dans les frites, là? Non, la cocotte. Ah. Tu vas les réchauffer, là? Ouais, après. On ne touche plus, alors? Ah non, mais vas-y, mange, parce que ça sera un goût Ah, différent. bon. Ça sera différent. Ok. Il y en a plein là, et il m'en reste encore. Bon, bah, s'il en reste encore plein... Oh là là. T'as bien fait de T'as jeûner. bien fait, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je savais qu'on allait bien manger ce soir. Vous n'êtes pas américain, vous êtes français. Parce qu'en France, on y réfléchit, on est en train de philosopher sur le cinéma. Aux États-Unis, ils font des films, ils sont pas là à réfléchir. Ouais, ils font, ils y vont. Ouais, non. Et parce que tu as tout le poids derrière, si tu penses à tout le poids derrière de tous ceux qui t'ont précédé, si tu fais quelque chose, tu te dis, attends, ils sont bons, je vais faire quoi moi? C'est bon, oublie quoi. Il y en a un qui est excellent. Denis. Un homme à la hauteur. Denis. Film français. Ah oui? Ah ouais? Comédie, gentil, mais très sympa. Denis Villeneuve, un Québécois, on peut Ouais. dire comme ça, qui vient de sortir d'une. Il y a le 2 qui va sortir là. Ah, il fait la suite? Bah ouais, il y en a au moins 3. Hein. Il a pu. Vas-y, c'est bien. Ouais. C'est pas grave, je vais boire ici. Comme ça, ça va aller. Pas de soucis. Il a réalisé. Non, parce que le premier, après, il faut que ça marche. Ça marche pas forcément au truc qu'il a voulu, mais il a réussi à faire la suite. Ouais, il fait. Là, le 2 sort bientôt. Maintenant, il a fait quoi comme film avant? Il a fait Sicario. Non, il a pas fait Sicario. Sicario. Non. Dis-moi un autre nom. C'est pas ça, c'est pas lui. C'est pas lui. De toute façon, je vais me tromper. J'ai vraiment pas l'impression que c'est lui. Il a pas fait autre chose? Je parle d'avant. Ce que tu lui as dit Il a avant. pas fait ça quand même. Ah, les doigts là. Merde, c'est pas lui. Ouais, je me suis dit que j'allais me tromper. Non, il a pas fait que ça, il a fait autre chose. Il en a fait d'autres, regarde. Que ce soit gênant. Ah, il a eu la Palme d'Or. Entendu, ou je sais pas, tu as pas. Non, la Palme d'Or avec Sicario.
Ah, ça, je pensais pas que c'était lui. Sicario, excellent ce film. Et alors là, pour refaire le lien avec les Gilets jaunes et autres, ouais, savoir ce que c'est que la détermination, la justice, et quelles sont les règles qu'il faut non pas enfreindre, mais dépasser pour aller à l'objectif, parce qu'on a affaire à des mecs qui sont prêts à tout. Il faut voir Sicario. Il a fait Blade Runner, la suite. Ouais. Ouais, lui c'est un bon. Hein. Mais voilà, et vous prenez Dune, c'est pareil, tout ça sont des histoires, c'est des contes, c'est des légendes, c'est des trucs, mais tout ça c'est fait comme les histoires pour endormir les gamins. Aujourd'hui c'est fait pour endormir des adultes, mais il a fait Ennemi aussi. Ouais. Ah non, Prisoners aussi. Non mais il a fait Prisoners. Il a fait des films vraiment très très bizarres. Il a fait très bizarre. Les courts-métrages, enfin les moyens-métrages. Ennemi, ouais c'est ça. Ennemi en fait c'est marrant comme approche. C'est de mémoire, mais c'est un type qui en fait se retrouve dans la peau. Il découvre son sosie parfait en la personne d'Anthony, voilà. Acteur fantasque. C'est le même que lui. Tout. Il commence à observer à distance la vie de cet homme. Voilà. Comment avec cet effet miroir, en fait, il va aller s'identifier, s'approprier. Enfin, non, c'est un. Ouais. C'est du cinéma d'auteur. On va dire box-office. Philippe, le cinéma il est mort. C'est quoi ce nouveau cinéma? Maintenant ça passe par les plateformes. Les gens après ils les font avec des séries, des nouveaux épisodes. Un peu comme les bouquins, on appelle les... comment ça s'appelle? Les bouquins qui ont du succès. Il faut qu'à chaque fin de chapitre, il y a un truc qui te donne envie de suivre le second chapitre après le troisième. C'est ça les séries télé. Ouais. Et maintenant c'est les séries. Et pourquoi t'aimes ça? Parce qu'en fait tu suis des gens que t'apprécies. Ça. Un peu comme ce que je peux faire dans mes directs jour après jour, un peu comme ce qu'on a fait cette semaine. T'aimes bien les gens, tu veux les retrouver. Mais sans se prendre pour le meilleur, hein, pour supérieur. Mais c'est ça maintenant le truc que les gens aiment bien, c'est de retrouver quelqu'un. Sauf que Plus belle la vie, c'est de la fiction, et que Plus belle la vie sur un réservoir à PPS, c'est pas de la fiction. Ouais, non, mais fiction, t'es pas obligé de faire tu fais de la fiction si t'as envie de faire de la fiction. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le public, entre guillemets, ah, tu regardais les grands cris d'orfèvre, ah, ouais. Plus belle la vie, ça s'arrête, imaginez pas, etc. Au 3872e épisode, ils se sont attachés au personnage, ouais. Et derrière, ça fait vendre les journaux People, tiens, machine, elle s'est mariée avec machin, elle va avoir son premier gosse, enfin bon, et tu les suis comme ça tout le temps. Et tu dis, mais attends, c'est pas la vraie vie, ça. Mais tout est fiction, de toute façon. On dit la fiction, on fait pas la fiction. Tout est fiction. À un moment donné, tu me présentes des morceaux de quelque chose. Ouais. Tu peux pas tout montrer, donc à un moment donné, c'est dépasser les morceaux. Ouais. Donc tu joues pas, mais tu as toujours quelque chose qui ressort. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, pour être honnête, t'as intérêt à bien cacher qui tu es. Non, moi je suis comme les impôts, je taxe. Pour être quoi? Pour être vedette dans ce monde Non, mais chez les parasites, on les emmerde, on s'en fout. Donc derrière, en fait, le système de merde. Pour être vedette, en fait, à un moment donné, faut accepter de faire des trucs que tu ferais pas dans d'autres cas de figure, et c'est pas ça. Mais on s'en fout d'être vedette. Un film, en plus, pour le faire, c'est pas compliqué. Hein. Tu fais avec un iPhone. Bah regarde comment il s'appelle. Tu passes sur YouTube, hein, tu fais un film. Hein. Oui, avec un iPhone en plus. C'est ce que tu veux. Avec un petit micro à côté, tu fais ce que tu veux. Tu filmes des marmottes. Budget zéro, tu trouves quelqu'un, tu trouves des acteurs, après tu trouves des lieux, tu fais tes trucs. Non, ce qui est difficile, sur les bons films, moi je suis ravi quand je vois des films comme, on en parlait tout à l'heure, là, mais du dernier Mad Max avec Tom Hardy et Charlize Theron. Dune, Sicario, Hors de contrôle avec Mel Gibson, que j'ai revu là il n'y a pas longtemps, mais de temps en temps je me le refais. Quel film? Hors de contrôle avec Mel Gibson. C'est quoi ça? C'est quand ça? Il joue le rôle
d'un flic Tu me qui... donnes les clés de la bagnole, s'il te plaît? Elles sont... Attends. Elles sont... C'est ma bagnole à moi. T'as rien dans ma bagnole, tu veux me piquer ma bagnole, c'est ça? T'avais... Non mais déjà, il était en train de piquer la veste de Rémi. Je pensais que c'était la sienne. C'est bizarre que tu me demandes les clés de la bagnole, il a En rien fait, dans Mickey, ma bagnole. il part toujours les mains vides. Il se dit toujours, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir... Après, je gratte. Voilà. Ah bon, c'est à toi. Tu me donnes les clés de ta bagnole? Elles sont J'ai dans aucune la confiance tuile, en ce gars-là, moi. j'ai pas l'info. Ouais, elles sont sur la table à l'entrée. Ok, là, ça marche. Tout de suite à droite. Et en revanche, Mickey, Quoi? fais très attention. C'est de coffre? Non, le coffre, t'as compris comment on fait de Ça l'ouvrir. marche. Mais si Il tu va rentrer, ouvres là. Non, la je veux pas clé, écouter. Je parle de ma guitare. vérifie seulement que tout est Ah, bien il prend sa fermé. guitare. Ouais. Les Il capricieuses. prend la- il prend la- Il n'y a pas de voleur ici. Alors moi, s'il y a d'un film dont je voudrais parler, c'est Matrix. Moi, je me le regarde régulièrement, Matrix, Premier? les trois, la trilogie. Il faut savoir que dans Matrix, t'as des... Ouais, mais j'ai pas regardé le quatrième. Il est trop nul. Tu l'as pas regardé, mais il est nul quand même. C'est une... Non. Il est différent, je crois. J'ai vu que la première partie. Moi, j'ai pas approfondi. Ouais. Et Je ben, pense qu'il faut que je regarde dans les Matrix, quatre d'un coup. t'as plein de messages cachés et de symboles très importants qui appartiennent justement à l'ésotérisme ou à la guématrie franc-maçonne, notamment le 101 qui représente le portail des initiés à tout ce qui est ésotérisme et guématrie franc-maçonne. Ouais. T'as le 303 qui est le 3 fois 101. Et 101 apparaît 3 fois dans le film Matrix. Hein? Pourquoi pas 3 fois? Parce que 101 dans la codification des barcodes des produits que tu achètes, il y a caché 101 3 fois. Et 101, ça correspond au chiffre 6. Et donc tu as dans tous les barcodes de tous les produits du monde 666. Comment ça, 101, c'est 6? Bah, c'est codifié comme ça. C'est codifié comme ça. 1, 0, 1, ça correspond au 6 dans la codification des barcodes. Ah bon? Ouais, je l'ai analysé ça pendant le Covid. Et en fait, dans tous les barcodes, tu as le chiffre 666 qui est caché. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que le 666, c'est le chiffre de la bête. Et la bête, c'est quoi? C'est la société de consommation, c'est le marché qui mange, qui dévore tout le monde, qui dévore la planète, qui dévore, c'est la bête qui dévore la nature, l'humanité, et en fait qui veut faire du marché, marchandiser toute la terre entière. C'est ça la bête de l'événement, et qui est dénoncé dans l'Apocalypse. Voilà. Donc tu regardes Matrix et tu vois qu'il y a des messages codifiés. Notamment Néo, c'est un peu le pendant de Christ. La Trinité qui est le pendant de la Trinité. T'as comment ça s'appelle le vaisseau amiral là, de Morpheus, qui est Nabucodonosor. C'est le roi justement de Babylone, donc ça rappelle énormément on va dire d'images de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et ça s'inscrit dans cette logique-là. Et le message dans Matrix, c'est quoi? Il y en a plusieurs. Par exemple, on vit dans une matrice. Tu regardes, tu vis dans une matrice, ceux qui sont connectés, ils sont, c'est les gens qui sont connectés à la matrice et qui peuvent plus se défaire. Et les gens qui sont connectés, c'est eux qui donnent à nourrir à la matrice. Et effectivement, les gens qui sont dans la matrice et qui veulent rester dans la matrice, dans cette société, ils nourrissent cette société par leur peur, leur anxiété, par tu vois, des choses comme ça, qui nourrissent en fait la bête. Et les gens qui sont déconnectés, enfin ils sortent de la matrice, on les appelle les sangs purs. Et effectivement, aujourd'hui, on pourrait faire un parallèle avec les gens qui ne se sont pas fait vacciner
et qu'on pourrait appeler aujourd'hui les gens sans pur, parce qu'ils n'ont pas leur ADN modifié par l'ARN messager. Ouais. Donc il y a énormément de messages qui préviennent de ce qu'on vit aujourd'hui dans les épisodes de Matrix qui ont été réalisés dans les années 90. Je voudrais te demander, est-ce que tu comprends un peu, est-ce que tu penses savoir où est-ce qu'on vit véritablement? Et où est-ce qu'on vit actuellement? Au-delà de tout ce qu'on a pu t'apprendre depuis que tu es tout petit, est-ce que tu penses, parce que là on parle de Matrix, c'est important, tu penses qu'on est dans une matrice, tu penses qu'on est dans une simulation, tu poses des questions, Je pense qu'en fait, la simulation dans laquelle on vit actuellement, elle est créée par nos modes de pensée. Donc, si tu penses que l'État te veut du bien, là tu es dans une matrice. Par contre, si tu penses que l'État, en fait, elle veut tout sauf que ton bien, là tu es déjà sorti de la matrice. Mais c'est juste, c'est pas un monde virtuel qu'on vit, tu vois, c'est pas un truc numérisé, on n'est pas dans une simulation. Non, on n'est pas dans une simulation. C'est nos pensées qui font que tu vis dans une simulation. Tu crois au Big Bang, quoi? Je crois, ouais, je crois. Enfin, je dis tu crois, tu penses que ça peut être possible. Je pense que c'est à toi ça. Moi j'ai fini. Je pense que le temps, elle a un début et une fin, et peut-être que ça se recycle pour un nouveau cycle. On nous a toujours raconté des bêtises, à un moment donné, c'est pas parce qu'on nous a raconté ça que c'est vrai. Le Big Bang, c'est une théorie. C'est une théorie, mais je serais incapable de dire si c'est vrai en fait. Voilà. Et est-ce que c'est important de savoir? Peut-être pas, voilà. Il y en a, ils pensent que la Terre est plate. Est-ce que c'est important de savoir que la Terre est plate, la Lune est plate? Ceux qui pensent que la Terre est plate, c'est en rapport avec la courbure terrestre. Ça ne veut pas dire qu'elle est plate s'ils ont trouvé... J'aime beaucoup toutes les idées de droite et gauche. Je me moque pas de ceux qui vont te dire, voilà, t'as vu, j'ai vu que c'était moins courbé que d'habitude. Mais pour moi, les platistes, j'ai souvent dit, ce sont ceux qui sont sur les plateaux de télé, les platistes, les plateaux. Ouais. Mais sinon, je ne me moque pas de ceux qui ont des choses à apporter. Mais il y en a beaucoup qui disent aussi qu'on est interconnecté avec nos cerveaux et qu'on propose aussi une réalité, quoi. On est déjà connecté, ou peut-être des fois on a perdu aussi cette connexion, mais on est encore en nous. Et on propose une réalité qui est un peu semblable à tous. On a une réalité, quoi. Mais c'est la nôtre, mais c'est pas forcément la réalité ultime, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que on est biaisé par notre cerveau. Ouais. Et on ne sait pas trop où on est, quoi. Moi, je pense que si on savait réellement... Il y a des signes qui l'ont proposé, ça. Si on savait vraiment, pour la plupart, où on est, on ne pourrait pas le supporter. Je pense, ouais. Notre cerveau... Ça peut être assez dur, parce que c'est aussi la notion de liberté. Beaucoup ont peur de ça aussi. Ouais. Ça fait peur, en fait. Ça fait peur, c'est un peu comme la caverne de Platon. Ouais. Les gens ont peur de sortir de cette caverne. Voilà. Ils préfèrent dire que les images sont la réalité. Et la personne qui va te montrer la sortie, il va être sacrifié. Et c'est un peu l'histoire du Christ. J'en reviens au Christ parce que lui, il a voulu montrer la voie de la sortie de la vérité. Et il a été trucidé pour ça parce que les gens ont peur de sortir de la matrice. En fait. Voilà. Donc, mais en même temps, Jésus, mais comme Bouddha, hein, Bouddha aussi, hein, il a après ces 6 années de jeûne, de privation et de méditation, il a vu le monde, la réalité comme elle était, et il a dit que en fait la matière c'est comme des vaguelettes. Et c'est effectivement comme des vaguelettes, comme comme un signal. Et le signal, le signal est en fait la définition de l'énergie. Et c'est vrai que la matière est énergie. En fait, c'est juste des ondes. C'est juste une onde. Et le Christ, il faut savoir qu'il traversait la pierre avec la main, il pouvait marcher sur l'eau, il pouvait transformer la matière, l'eau en vin, et plein d'autres choses. Je crois qu'il faut goûter ça, sinon après ça va faire bien. Vas-y pour toi aussi. Et en fait, si tu regardes bien le film Matrix, Neo, il a les mêmes pouvoirs du Christ. Et en fait, c'est un peu la description en fait, la définition il montre qui est Jésus-Christ. En fait, c'est le parallèle. Neo, c'est... Tu l'as vu quand c'est sorti il y a au moins 20 ans. Tu l'as vu quand c'est sorti dans 99, 98. Voilà, mais à l'époque, j'avais pas compris tout ça. Mais déjà, t'étais impressionné quand même. Ça m'avait beaucoup interpellé. Mais t'es revenu quand dessus alors?
En plusieurs fois, je l'ai vu au moins 5 fois. Mais là, t'as changé de position, enfin de réflexion quand? Dernièrement, enfin il y a quelques années. Dernièrement, surtout avec le Covid. Ah, il y a peut-être 3 ans, même pas 3 ans. Voilà, avec le Covid, j'ai compris énormément de choses. T'as voulu revoir, Voilà, et j'ai vu les chiffres cachés comme le 101, par exemple, la chambre de Néo, c'est 101. Alors, il y a autre chose très importante à savoir sur le Matrix, il y a un message très important à analyser. C'est le 3e épisode, ou le 3e je crois, c'est quand il va dans la boîte de nuit du mérovingien. Et ils sont 4. Je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle plus, j'ai vu les 3, mais il y a beaucoup de choses. Dans le 3e, en fait, ils vont aller voir le mérovingien pour récupérer. C'est qui le mérovingien? Le mérovingien, c'est. L'acteur français, là. Ouais, comment il s'appelle? Ah, Lambert Wilson. Ouais. Lambert. Si, Lambert Wilson. Le seul acteur français qui joue, c'est lui. C'est Lambert Wilson. Si, l'acteur français, c'est lui. Hein. Bon, bref. Vas-y. On ira voir. Il va dans la boîte de nuit et si tu regardes bien, il appuie sur un bouton de l'ascenseur et c'est marqué au lieu de help, c'est un bouton rouge au lieu de marquer help, il y a marqué hell. C'est-à-dire qu'ils vont en enfer. Et quand ils arrivent en enfer, qu'est-ce qu'ils y trouvent dans la boîte de nuit? Des trans sexuels, des homosexuels, des femmes gouines, tu vois, qui dansent avec des latex, tu vois, des vêtements très serrés. Et en fait, c'est une boîte de transgenres. En fait, c'est tous des LGBT, quoi. Les frères Wachowski, maintenant, ce sont 2 sœurs, maintenant. Même ces 2 personnes qui ont réalisé le film Matrix sont transformées, en fait, en femmes. Ouais, dans le 4e épisode. On est en plein Walking. Non, mais je parle des 2 réalisateurs. Hein. Les 2 réalisateurs de Matrix, c'était 2 frères, maintenant ce sont 2 sœurs. Ah, pardon. Ah oui, d'accord. Ouais, donc tu parles de ça. On est en plein dans l'idéologie LGBT. Et si tu remarques bien, à un moment, ils se font piéger, c'est-à-dire qu'ils se font maintenir en garde par les gens de la boîte. Et le gars, il a une posture féminine. Donc en fait, c'est un homosexuel qui le tient en joue à Néo. Et en fait, t'es vraiment dans une boîte de trans. De transgenre, quoi. Et en fait, ce qu'ont prévenu le film Matrix, c'est qu'on allait arriver au monde actuel. Les réalisateurs qui ont fait ce film, ils ont voulu donner un message quelque part. C'est ça. Il y a beaucoup de choses que tu retrouves dedans. Et le message qu'ils ont voulu passer, c'est que l'idéologie transgenre LGBT, c'est une idéologie sataniste. Et si tu vas dans l'église de Satan, tu trouves les idées du mouvement LGBT. Mais c'est dingue. Ce sont 2 frères qui sont transformés en femmes. Pas forcément. Je sais même pas s'ils ont changé son sexualité parce que ce sont 2 frères. Pour un des 2 frères, je sais qu'il avait il était marié et en changeant de sexe, c'est pas pour changer forcément de sexualité parce que ce sont des gens qui voulaient changer de sexe. Alors, je sais même pas s'ils sont opérés. Mais en même temps, ils dénoncent des choses dans leur film qu'ils font ensuite, quoi. Ils ont fait ensuite. Oui. Et en fait, dans Matrix, c'est un message pour le futur en disant voilà, on va faire ça. On va faire ça. C'est-à-dire qu'on va lancer le mouvement LGBT et vous allez devenir une société woke. Je sais même pas s'ils le dénoncent parce qu'après après ils le font. Alors. Ah, ils le dénoncent pas. Non. Ils le promeuvent. Ah, ils le mettent en avant. Ils le promeuvent. Ils ont fait la promo. Voilà. Et ils disent même plus que ça. Ils disent que le satanisme, les racines du satanisme, les racines du mouvement LGBT, c'est du satanisme. Et ils s'en cachent même pas. Ah ouais, tu sais, quand tu parles de satanisme, tu perds la moitié des gens. Il y en a la plupart qui vont te dire mais t'es barré complet, quoi. Des fois, il y en a qui font attention à même pas parler du satanisme. Parce que sinon, ils savent très bien qu'il y en a plein qui vont fermer les écoutilles, quoi. Oui, mais alors que quelque part, on en a déjà parlé même pas très longtemps, qu'est-ce qui s'est lancé récemment? Excuse-moi, une église de Satan, c'est sorti il n'y a pas longtemps, ça encore. Mais, ça. Oui, mais ça existe, cette église. Il se montre à tous. Oui, le christianisme existe, le judaïsme existe, l'islam existe, mais il faut savoir que la religion de Satan existe aussi. Renseignez-vous. Le Baphomet. C'est après on parle de complot, mais les gens sont même pas au courant de ce qui se passe, quoi. Mais c'est pas un complot, c'est une réalité. La religion de Baal existe depuis l'Antiquité. On parle de complot quand on veut faire fermer ta bouche parce qu'on va dire que tu racontes n'importe quoi. Mais... Non, c'est pas n'importe quoi parce que. Je sais.
les prophètes du judaïsme ont combattu la religion de Baal depuis l'Antiquité. Mais cette religion de Baal où on sacrifiait les enfants, où on pratiquait du cannibalisme, il me semble aussi, ça a été transformé, c'est devenu le satanisme. Ouais. Parce que, il a pas goûté là. en fait, le dieu Baal, c'est devenu Satan Ouais. dans l'époque moderne, à partir du christianisme. Les gens connaissent pas assez leur présent ou même leur passé. Ouais. Mais renseignez-vous, les Carthaginois, leur religion c'était Baal et ils sacrifiaient leurs enfants et ils étaient d'ailleurs haïs par les Romains pour ça. Et les Romains les ont combattus, ils ont justifié leur guerre contre les Carthaginois parce qu'ils pratiquaient le sacrifice d'enfants. Est-ce que tu as vu le film Rosemary's Baby? Rosemary's Baby. Non. Il y a un apostrophe avec Rosemary's Baby de Polanski. Non. Bah, c'est un film qui parle vraiment, ce qui est très, très actuel. Et attends, je vais demander à Philippe. Philippe, faut qu'il m'aide. J'ai du mal à expliquer les choses. Philippe, faut que tu m'aides. J'ai du mal à expliquer. Il a pas vu Rosemary's Baby. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Tu l'as vu toi? J'en parle dans mes directs, mais j'ai du mal à expliquer. En fait, c'est un couple Qui attend un bébé, qui vont avoir un bébé, non? Elle attend un bébé et en fait, au fur et à mesure, elle comprend que avec toute l'attention qu'on lui prête autour d'elle, les amis de son mari, etc. Je crois que c'est ça. Hein. Mais tout va en douceur jusqu'à la fin, c'est crescendo. Ou quelque part, on a beaucoup qui pensent que c'est un film d'horreur. En fait, c'est tout calme jusqu'à la fin, mais à la fin, il y a un dévoilement à la fin, une sorte de twist final où on comprend que ils sont tous liés entre eux. Et même le mari, il est même pas avec la femme, c'est elle qui se fait avoir. Voilà. Parce qu'il veut récupérer même son bébé. C'est du satanisme, hein, En ce fait, film. on est dans la manipulation de la petite souris à des fins précises. Et tout est structuré, organisé autour d'elle. Pour. Mais ils vont récupérer son gamin. Ils sont aussi dans le culte de Satan, ils vont récupérer le gamin. Pour récupérer le gamin. Voilà. Ils sont tous liés entre eux. Elle pense que son mari il est avec elle, mais en fait, moi j'en parle souvent dans mes directs parce que je explique, les gens ils sont pas endormis, ils sont éveillés, ils collaborent, ils sont tous entre eux. Et toi t'es tout seul comme un con, tu penses que tu vas avoir des alliés, et en fait tout le monde te balance, tout le monde te défonce. C'est comme dans ce film. Et Polanski, il y en a plein qui vont te dire, soit on peut pas différencier, on différencie l'œuvre de l'artiste, soit on peut pas, soit on peut pas. Non mais moi je suis très clair avec ça. Ouais quoi. Mais son film, moi des fois j'en parle parce que il a quand même fait un truc très fort. Mais il n'y a aucun complexe à avoir à aimer un film comme Rosemary's Baby parce que ça serait Polanski qui l'aurait réalisé, ça veut dire quoi? Non mais peu importe la casserole qu'il a, ce qu'il a fait c'est tellement énorme, tu peux en parler parce que c'est important d'en parler. Ça veut dire que... Comment ça la sodomie? Il dit quoi lui? C'est pas très compliqué à comprendre. Ouais. Je t'écoute, on entend, reviens, je suis. Moi c'est quelque chose qui me paraît très simple. Un bon film, à partir du moment où ça vous parle, il y a une construction, une logique, que la démarche est suffisamment honnête pour être lisible et derrière apporte c'est même pas un message, mais ce que vous en faites trouve un sens à plein de choses. Je vois pas pourquoi ça serait un mec comme ça qui a eu cette idée-là. À partir du moment où l'idée vous convient, je vois pas pourquoi il faudrait la condamner au prétexte que le type a fait par ailleurs d'autres trucs pas propres. Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le truc, le péché, il commence quand? Il y a une sorte de piège. Je suis d'accord avec les femmes qui ont été victimes et tous ceux qui dénoncent tout ça, tout ce qui s'est passé avec lui, et il n'a pas qu'une, apparemment il y en a plusieurs, mais j'ai pas pu m'empêcher de parler de ce film. J'en parle souvent. La position que j'ai, c'est qu'à partir du moment où l'œuvre sort de toi, elle t'appartient plus. C'est plus toi. Donc il a fait... Ouais, puis c'est un travail d'une communauté, il n'est pas tout seul à réaliser, il y a les producteurs, il y a
comédiens, il y a aussi les techniciens. Enfin, un réalisateur, un bon réalisateur, Hitchcock, il a beau avoir plein de monde autour de lui, etc. Il faisait des films qu'il avait envie de faire et réaliser. Après, c'est une question de personnalité et de... Ouais, Hitchcock, il faisait travailler les scénaristes. Hein. Lui, d'après des pièces de théâtre ou des bouquins, et ils étaient une dizaine autour de lui à positionner des idées et pour écrire le scénario. Son talent à lui, c'était d'avoir... Hitchcock, il écrit pas tout seul de son côté, il fait son film. Hein. Ils sont nombreux. Hein. Il n'est jamais tout seul. Ouais. Mais son talent à lui, c'était d'aller, en partant de l'idée, d'aller la mettre en scène. D'ailleurs, il a réalisé un film qui s'appelle La Corde, qui Après une pièce de est théâtre. un des premiers films réalisés en un seul plan. Alors, Ouais, mais non. Mais non. Mais non. Un seul plan. Un seul plan, ça ne veut pas dire une seule bobine. Parce qu'à l'époque, de toute façon, tu étais obligé de changer de caméra, tu changer de truc. Ouais, c'est ça. Donc, oui. Ouais, il est obligé, il peut pas. Parce que techniquement, donc il a compensé. Mais ce que je veux dire, ça a été pensé au moment du scénario et de la mise en scène, justement, pour que sur un mouvement de caméra qui passe sur du son ou autre, il finit le plan de caméra et la bobine sur le plan son, et il commence la nouvelle sur le plan son, et il finit son plan. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a qu'un seul plan avec une seule bobine, et c'est pas ça. Du coup, je t'ai coupé. Je te réveille. Merci Philippe. Non, mais Rosemary's Baby, c'est comme une critique de la société actuelle, et c'est super contemporain, et c'est un film qui est sorti, je sais pas à quelle époque, mais c'est toujours... Maintenant, tu parlais de Satan, où je lui disais le côté satanique, j'ose même pas l'utiliser, mais tu perds la moitié des gens. S'ils vont se dire, il est barré, c'est quoi cette histoire encore? Moi, je veux bien être barré, mais taper l'église de Satan sur Internet, ça existe. Voilà. Donc moi, je veux bien être barré, mais le problème, c'est que ça existe. Et ça n'existe pas que depuis l'année dernière, ça existe depuis des centaines et des centaines d'années. Sauf qu'avant, ça s'appelait Baal, le dieu Baal, et ça s'est transformé en renseignez-vous, à partir du christianisme, c'est devenu l'église de Satan. Sauf qu'ils avancent de manière cachée. Donc forcément, vous en parlez, et on vous prend pour un taré. C'est fait exprès. Mais c'est la manipulation. Tu fous t'en prennes un peu, c'est bon. Hein. Ouais, et puis si vous lisez... Non, c'est bon. Non. Mais si vous allez sur ce site internet, vous lisez... Ils décrivent exactement leur idéologie. Vous apprenez à les connaître. C'est comme le nazisme. Tout le monde aura dit, ouais, t'es barré de parler de nazisme dans les années 30, sauf que ça existait. Il y avait un bouquin qui a été écrit, le mec, il a fait n'importe quoi après. Et aujourd'hui, on sait que ça existe. Donc, faut pas dire que les choses existent après que la catastrophe arrive. Il faut en parler avant. Et actuellement, eux, ils avancent à pas feutrer, mais ils avancent. Ils avancent leur pion. Et voilà, aujourd'hui, ils avancent à travers le mouvement LGBT. Et voilà, c'est tout. À l'origine, on parle de Matrix, mais Matrix, c'est même pas il dénonce pas, il promotionne quoi. Il promotionne en fait. Il promotionne. Pourquoi t'aimes bien le voir alors? Parce qu'ici, il dénonce pas. Parce que j'aime bien analyser la philosophie et l'idéologie de l'adversaire. Parce que si tu veux connaître ton ennemi, si tu veux battre ton ennemi, il faut connaître son ennemi. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne peux pas le vaincre. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est Sun Tzu qui l'a dit. Sun Tzu. Il faut connaître son ennemi, il faut être proche de ton ennemi, plus proche que de ton ami. Ça veut dire qu'il faut connaître bien la stratégie et la tactique de ton ami si tu veux le battre. Si tu dis ouais, le satanisme ça n'existe pas, c'était barré, c'est n'importe quoi, et bah ils vont t'infiltrer ta pensée, ton être, et après tu seras foutu, tu seras prisonnier. Et c'est comme ça que les nazis ont avancé. Ils ont infiltré la tête des gens petit à petit, de manière feutrée, à pas feutrée, jusqu'à l'Holocauste. Donc si vous voulez que ça se termine mal, vous intéressez pas au satanisme. Vous y intéressez pas. Mais ils préviennent depuis Matrix. Et dans Matrix, il y a énormément de messages qui préviennent de ce qu'on vit actuellement. C'est pas que la promo, ils préviennent. Ils préviennent. Pour toi, ils montrent, ils mettent en avant, mais c'est comme, pour toi, tu prends du bon côté, pour toi, ils préviennent, quoi. En fait, pourquoi ils font ça? Pourquoi Hollywood promeut des films qui préviennent des méfaits qu'ils vont accomplir? Pourquoi?
Ça s'appelle le libre arbitre. En fait, je vais t'expliquer. Le libre arbitre ne fonctionne que si toi tu fais le choix de dire non à quelque chose. D'accord? Mais si tant que tu dis pas non, eux, ils peuvent avancer leurs pions. Et Dieu, en fait, les forces du bien leur permettent d'avancer leurs pions. Mais à partir du moment où toi, tu es conscient de leurs méfaits et que tu dis non, à ce moment-là, ton libre arbitre agit et ils peuvent plus avancer leurs pions. Et donc, les forces du bien ne peuvent rien faire pour l'humanité actuellement. Pourquoi? Parce que nous, on ne réagit pas à leurs méfaits et justement à leurs messages qui préviennent sur leurs méfaits. Et Hollywood promeut des films où il y a plein de messages sataniques qui préviennent de leurs méfaits. Notamment au dernier film de Avatar, il y a un gros message sur l'adénochrome. Ah oui? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Et moi, j'ai détecté. Mais James Cameron, il a fait exprès de mettre ça en avant? Ouais. Et s'ils mettent l'adénochrome en avant dans ce film, de manière cachée, hein, et que toi tu réagis pas, tu dis pas dans le film, ah mais attends, il parle de l'adénochrome et c'est mal, et ben tout le monde qui vont voir le film sans réagir, ça va, d'un point de vue spirituel, ça va valider leur projet d'exploiter l'adénochrome sur l'humain. Ah, c'est pas comme si le réalisateur il avait fait exprès de dénoncer, en fait, c'est double tranchant, c'est un piège aussi. C'est double tranchant. Ça s'appelle le libre arbitre. En fait, le pouvoir de l'humain, c'est d'avoir du libre arbitre. Et le libre arbitre, il s'agit de dire non à leur projet. Mais tant que tu dis pas non, ils avancent leur projet. Et est-ce que quelque part le réalisateur, comme il sait très bien ce qu'il fait, il le fait parce que il veut continuer de bosser, il veut pas... Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Il dénonce ou il casse ou il fait quoi? Il dénonce ou il dénonce pas? Non, Hollywood, c'est une énorme industrie de propagande des forces du mal. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'un réalisateur peut dénoncer sans dénoncer, en restant dans le système, en étant, comme tu dis, promotion des forces du mal, mais en même temps, le réalisateur, il est intelligent, il sait qu'il doit faire son film. Un mec comme James Cameron est dans le système, il sait qu'il est obligé d'être dans le sentier battu, mais en même temps, il peut quand même placer un truc pour dénoncer un peu. Il fait les deux, quoi. Il faut savoir que dans l'industrie de Hollywood, du cinéma de Hollywood, il y a un énorme trafic de pédophilie. Ouais. Tous les scénaristes et tous les grands producteurs sont des pédophiles. La pédophilie fait partie Il y a un gros souci de pédocriminalité. Mais il y en a beaucoup. Il y a un gros problème de pédophilie dans l'industrie du cinéma. Et il faut savoir que la pédophilie fait partie des pratiques de la religion de Satan ou de la religion de Baal. Déjà, la pédophilie était pratiquée dans l'Antiquité par les prêtres de Baal. Faut le savoir, ça. Et en fait, c'est pas anodin. Il y a un truc qu'il faut que tu vois, c'est la statue de Baphomet. La statue de Baphomet est androgyne. Elle est ni mâle ni masculine. Ça rappelle l'idéologie transgenre. Mais en plus, il y a deux enfants, une fille et un garçon de chaque côté qui le regardent avec adoration et même béatitude. Et en fait, ça, c'est de la pratique pédophile. Ça rappelle la pratique pédophile. En fait, maintenant, de nos jours, en 2023, c'est qu'il se cache moins, quoi. De plus en plus, ils balancent des trucs, il faut que ça passe, alors qu'avant, c'était beaucoup plus caché. C'était beaucoup plus caché. Ils veulent que la plus grande partie des gens, enfin, la masse, accepte, quoi. Exactement. Ouvertement. Exactement. Et de plus en plus, on s'avance vers une société sataniste. En fait, une société sataniste, c'est quoi? C'est une société où les valeurs sont inversées. C'est-à-dire, faire le mal à quelqu'un, c'est bien. Opprimer les gens, c'est bien. Mentir, c'est bien. Plein de choses comme ça. En fait, toutes les pratiques des pervers narcissiques, c'est des choses bien. On a aujourd'hui Macron, le plus grand pervers narcissique de la République française, qui est au pouvoir. On est dans l'inversion totale des valeurs. Et les gens, ils ont voté pour ce gars-là. Enfin, les gens. Le système, parce que c'est truqué, hein, les élections. Donc il y a une évolution, mais pas forcément dans le bon sens pour chacun. Ça n'arrête jamais, quoi. Ça n'arrête jamais. Il pousse. Jusqu'à ce que les gens soient éveillés et qu'ils commencent à dire non, ça suffit. Et les gilets jaunes ont commencé à faire ça. C'est pour ça que moi je considère que les gilets jaunes sont du côté du force des biens. Ce sont des guerriers de lumière, je les appelle, comme ça. Et c'est pour ça que quand François est arrivé habillé en Jésus au milieu des gilets jaunes, pour moi ça a fait sens. Ça a fait sens. Bon, j'espère que maintenant, c'est un peu plus compréhensible ce que j'essaie d'expliquer. Mais effectivement, dans les films, il y a tout le temps des messages cachés
des forces du mal, en fait. Voilà. Ouais, puis des fois ils s'en cachent pas, ils en font des films d'horreur. Ouais, mais pourquoi La Société secrète, il y en a plein de films comme ça. Attends, pourquoi il y a autant de films avec violence, avec des meurtres, avec des choses sadiques, avec de plus en plus des trucs exorcistes, voire démoniaques? Ça attire du monde, tout ça, ça fait aussi le succès de pas mal de films. Comment? La violence dans les films, ça marche. Bah, Ça fait le succès, les films. Ça marche parce que les gens ils regardent, mais si les gens ils arrêtaient de regarder, ça marcherait plus. Ouais, je sais, mais bon, ça marche. Ouais, Coluche, c'est le premier à dire si vous voulez que quelque chose s'arrête, mais ne le consommez plus. Arrêtez de. Il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça se vende pas. Voilà. Et voilà. Il suffirait. La phrase exacte, c'est ça. Mais tant que les gens ils sont attirés par ces choses-là négatives, bah, forcément la société va vers plus de négativité. Coluche, c'est un peu notre génération, plus ou moins, parce qu'il est parti très tôt, il est parti même, je crois, c'est 44 ou 46 ans. Et en fait, en 86, il est parti, Coluche, 86. Il fallait que tu sois jeune encore à cette époque-là, ou tu sois né un peu avant 86 pour avoir connu un petit peu quand il était vivant, quoi. Il faisait Coluche Info sur Canal+, au début Canal+, 83, il était à la télé, il faisait Coluche Info. Toute cette période-là, la période Europe 1 qui l'a complètement propulsé. Il était aussi à la radio. Hein? Il était aussi à la radio. Il s'était fait embaucher à Radio Monte-Carlo. Il s'était fait un peu virer. Et il se fait embaucher à la Radio Monte-Carlo. Je crois qu'il est resté 2 jours. Parce qu'il a dit il a balancé une vanne. C'était t'as vu Monte-Carlo? Non, j'ai vu descendre Caroline. Ah oui. 2 jours il a fait. Bon, finalement. Coluche, c'est comme les grands comiques, il est sur scène, il dit pas grand-chose, et déjà t'es mort de rire. Le mec, il a une sorte de charisme, il envoie tellement fort que il dit pas grand-chose, quoi. L'histoire d'un mec, faut se le refaire de temps en temps. Et les premières fois qu'il est passé sur scène, il l'a fait, il dit pas grand-chose, il arrête pas de faire des pauses, les gens sont éclatés, le mec il a encore rien dit, quoi. Avant qu'il termine par passer à autre chose, mais c'est sympa. Un mec sur le pont de l'Alma. Ouais, ça c'est celle-là. C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Tout ça pour comprendre à la fin de l'histoire, qui a duré 20 minutes, il n'est pas sur le bon pont. Ouais, mais ça c'est... Mes lunettes dans le pont de l'Alma. Vous savez, moi, sur mes lunettes... Mais ça, c'est du jamais vu hein, sur scène, hein, c'est un truc. C'est une histoire, c'est une blague. Tu racontes entre potes un soir. C'est du show intégral pendant plusieurs minutes. C'est pas un sketch, c'est un show, pas possible. C'est ça. Tu peux pas, tu sais même pas si on peut faire un truc pareil. Il l'a fait, tu peux plus le faire. Il l'a fait, et c'est Coluche. Bon, c'est un aparté, mais c'est vraiment bien. Voilà, moi, ouais. En fait, ce que je dis, c'est que Hollywood, c'est une industrie de propagande. Voilà. Mais il passe des messages cachés. Il faut être attentif à ça. Et l'humain, son pouvoir le plus grand, c'est le libre arbitre. Mais tant qu'on dit rien, on consent. Et eux, ils avancent. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que le mal annonce ce qu'il va faire. Comme Hitler, il a écrit son livre. Ouais. Il a annoncé les choses à l'avance. Ouais. Et à partir du moment où personne ne réagit, il a pu faire ce qu'il a fait. Et je voulais te demander, t'as vu le film V pour Vendetta? Ouais. Il y en a qui vont poser la question, mais comment Hollywood a pu produire un truc pareil? Ouais. Je sais le film, mais c'est un truc de malade ce film. C'est un truc de malade. Comme Babylone. Babylone, ouais. Mais il n'a pas connu de succès aux États-Unis, c'est en France, il a cartonné. L'interview de Brad Pitt. Là, on reparle de. C'est réalisé par un Français, c'est à moitié français le mec. Ouais, il a une maison, je crois. Il a eu des gros succès avant, il a eu des gros films, je sais plus comment ça s'appelle ces films qu'il a fait avant. Mais l'interview dans le film Babylone de Brad Pitt. Ouais. Et le jeu de son personnage au moment précis où a lieu cette interview dans le film, donc qui prend sens dans ce changement de civilisation, dans son monde où il a été vedette du cinéma muet et qui doit gérer la transition du cinéma parlant. Ça a percuté toute sa vie. Et là, dans cette interview, il est le mec qui a fait le tour en fait de la question et qui essaie de se reconstruire autrement. Et donc c'est l'interview vérité faite par ses complices de médias, Vogue, People, machin, qui justement est à l'affût de la vie des vedettes et leur avis. Et en fait, il existe entre eux une relation mais vraiment privilégiée. Et au moment de cette interview donnée par cette nana, on ne voit pas, on n'entend que ces questions.
mais il n'y a pas de rapprochement. Tu parles du film, là Hein, Tu parles du film? Ouais, de Babylone. Et pourquoi je fais cette proximité-là? C'est que tu as l'impression qu'elle est filmée à la télé d'aujourd'hui. Il est dans un polo, etc. Le décor derrière, c'est intemporel, ça pourrait être maintenant. Alors que dans le film, ça se passe dans les années 30. Ouais, les années 30. Mais tu compares avec... Vas-y, pardon. Et tout ça pour dire que dans cette interview-là, dans ce film-là, en fait, tu te rends compte que c'est Brad Pitt qui nous parle. C'est Brad Pitt qui nous parle. Et si c'est Brad Pitt qui nous parle, il ne parle que de ce qu'il connaît, donc du monde qu'il connaît. Et cette interview, quand tu la transposes, tu la décales dans le temps, retour vers le futur, tu vas faire un rapprochement, une boucle temporelle jusque-là. Et dans ce film-là, tu prends cette interview comme si c'était une interview de BFM. Et que c'est plus l'acteur du film qui parle à la journaliste, mais une journaliste quelconque qui pourrait être n'importe laquelle, puisqu'à aucun moment dans cette interview tu la vois. Et les réponses de Brad Pitt, t'as l'impression que ça sort du cœur. T'as l'impression que c'est lui qui nous parle. Et quand tu vois ce qu'il dit dans cette interview par rapport aux questions qu'il a, et dans cette mutation du monde, tu te dis, ok, ça, je pense que c'est lui. C'est Brad Pitt. Ah, tu vois le côté révolutionnaire, un peu comme... Parce que V comme Vendetta, c'est révolutionnaire. Tu vois ce côté-là dans ce film par rapport à Brad Pitt? Et c'est pas un côté révolutionnaire, et ce film n'est absolument pas révolutionnaire. Non. Il fait le constat d'une mutation, Ouais. de l'impact que ça a sur les personnages dans leurs différences et dans leur façon d'aborder. Mais c'est un film d'Hollywood, alors que V pour Vendetta, c'est pas un film hollywoodien. Hein. Non, c'est particulier les Anglais. V pour Vendetta, ça peut mettre le feu aux poudres. Ouais. Ça, c'est un film qui doit être qui est connu par pas mal de gens qui en ont marre, qui veulent changer le système. Dans Vendetta, il parle du Covid. Ah C'est ouais. un film avant le Covid. Ah ouais, Tu regardes. merde, Ah ouais, ouais. Tu l'as vu plusieurs C'est fois, la quoi. dictature sanitaire dans Vendetta. Ah ouais. Et c'est pour ça que moi je porte un Non, masque mais- de Vendetta Ah ouais, mais- en manif. Pour Parce que, rappeler parce que ce film, les gens le voient même plusieurs fois, même une fois, mais il est énorme, il est Ouais. gigantesque. Et c'est pour ça, les gens ils n'ont pas compris pourquoi je portais un masque de V de Vendetta. C'est pour dénoncer la dictature sanitaire. Et c'est un flic qui m'a donné l'idée. C'est un flic. Il m'a dit regarde V de Vendetta. Faut que je le Il revoie m'a encore. juste hein, dit ça. Et en fait, il a tout dit dans ce qu'il voulait me dire. C'est que le flic il m'a dit je suis pas dupe, je sais que vous êtes en dictature sanitaire, regarde V de Vendetta, tu verras. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai commencé à porter le masque. Ce qui est fou, Tiens, je reviens sur. Je fais le rapprochement. Je suis désolé. ils écoutent tous. Mais T'as pas de procès à la GoPro sur, sur le front? Là, puis là, et puis... Il est moqueur, lui. Il est moqueur, là. Eh, je l'ai la GoPro, mais je vais la chercher, je l'ai. Bienvenue, j'irai dormir chez vous. Le gars, on regarde tout le temps, j'adore. Antoine. Je vais la ramener, je l'ai. Tu fais ça, hein? Tu filmes là? Ouais, Oui. il filme, ouais, il est en direct. C'est un raison, Je là? voulais dire quelque chose, mais... Je vais arrêter. Je vais couper. Non, mais c'est pour toi. À un moment donné, il te dit, parce que tu roulais trop vite, il te dit, mais on n'est pas go fast. On était pété de rire. C'est vrai. C'est vrai. Pas mal, ça. Et on a prouvé tout à l'heure que la vitesse est toute relative parce que dès que tu zoomes à l'avant, La vitesse est toute mais tu relative, vas tu beaucoup sais. Quand tu fais un zoom, tu la vois moins la vitesse. Ça ralentit quand on fait un zoom sur la route. L'image que tu donnes, oui, bien sûr. quand Sur la prise de vue. Ouais, la prise de vue. plus tu zoomes sur le sur Ça l'avant, déconne, faites tout sur moi, les mecs, ça part là. Mais Spielberg, quand il a fait son premier film, le montage, au niveau de son montage, c'est comment ça s'appelle le premier film qu'il a fait? Sur la vitesse, là, les camions, duel. Et ben il a joué sur plein de choses. C'est compliqué de montrer une vitesse dans un film. Il jouait aussi sur le compteur, souvent très le compteur et le mec il passe des vitesses. Enfin, je sais même pas s'il passe des vitesses. Il y a plein de choses. Enfin, on disait quoi? Ouais, non, mais attends, V pour Vendetta. Là, c'est moi qui parle. Hein, c'est pas... Ça parle de la dictature. Tout le monde l'a pas vu non plus, mais après les gens l'ont vu, mais il y a plusieurs messages et peut-être qu'il faut le revoir parce que. Il y a aussi la dénonciation des médias de propagande. Voilà. Aussi. Et le côté où quelque part on fait passer les gens qui veulent bouger le système pour des terroristes, quoi. Oui, c'est ça aussi. Que les gilets jaunes sont passés Pour des terroristes. presque hein, comme des terroristes. Ouais, ça. Après, le film est violent quand même. Le mec, il fait des attentats.
Est-ce que la violence est la solution? Parce qu'il fait des attentats. Bah, par l'histoire, la violence a toujours été quelque chose qui a fait bouger les choses. Par l'histoire. Maintenant, la vraie question... C'est pas ce que je connais pas ça pour la suite, mais... Ouais, mais est-il possible de faire les choses autrement? Il y a 3 types de violence. Il y a la violence d'État, Ouais. qui entraîne la violence de défense du peuple contre la violence autoritaire de l'État. Et la troisième, c'est la violence de répression de l'État contre la violence du peuple qui essaye de se défendre. Et on a vécu tout ça chez les jeunes. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est répété plusieurs fois dans l'histoire. Et toi, c'est mon intérêt. Voilà, par exemple, dans l'Antiquité, Spartacus, je le cite souvent, les esclaves ont subi la violence d'État qui ne protégeait pas du tout les esclaves. Donc Spartacus, à un moment, il s'est révolté contre ça. Il a pratiqué la violence contre les Romains. Il leur a donné une bonne raclée. Sauf que derrière, après, il y a une violence encore décuplée contre les gens qui sont révoltés. Et il y a eu ensuite 6000 crucifiés esclaves sur la Via Appia entre Naples et Rome. Et si tu veux, ça, après, ça a marqué la fin d'un épisode de l'esclavagisme dans l'Empire romain, où là, après, il y a eu des lois qui protégeaient à minima les esclaves. Grâce justement à cette révolte des Spartacus. Et à chaque fois qu'il y a eu une évolution au niveau social dans la société, il y a eu des violences du peuple qui se rebellaient contre l'oligarchie, qui mettait après des mesures pour calmer le jeu, mais il y avait toujours le maintien d'une certaine violence de l'État. Et aujourd'hui, celle qui devient insupportable, c'est l'inégalité entre les riches et les pauvres, où les riches demandent toujours plus aux pauvres de sacrifices, alors que les riches ils se privent plus du tout, pas du tout, alors que les ressources sont en train de diminuer et les gens s'appauvrissent au fur et à mesure que les ressources s'épuisent. On a parlé de guerre civile, mais quel horizon, tout ce qu'on vit là, on a l'impression que ça va péter ou que ça va être pire en pire très vite, mais ça peut s'étirer, il y a un agenda qui peut se modifier, ils peuvent être tirés dans le temps, quoi. Ça peut durer des années aussi. Ça dépend. En fait. On a parlé, excuse-moi, mais on a parlé de prix d'électricité plus cher ou de coupure, et après les choses qu'on n'a même pas vécues, donc ça peut s'étirer un peu plus, quoi. On pense que ça peut péter dans l'année, après ça peut durer, même si c'est de pire en pire et que les gens ont du mal après à joindre debout. Mais ça n'empêche pas que ça continue. Ça continue, on a l'impression que ça continue, mais la bascule, elle peut se faire en quelques mois, hein. Ça peut aller très vite. Hein. Mais effectivement, la date de quand ça va arriver, on n'en sait pas. On ne peut pas le savoir, on peut pas le savoir. Mais c'est sûr que ça va arriver. C'est même toi, tu travailles, tu touches de l'argent, mais ça vaut quoi après? Bah ouais, tu achètes quoi avec quoi? Tu fais quoi? Moi, je me prive quand même pas mal hein, pour pouvoir avoir de la marge. Parce que tu travailles peut-être toujours aussi dur et après, t'as toujours moins. T'as toujours moins pour moi, t'as moins quoi. Bah moi, je dis pas. Je gagne bien ma vie, mais j'ai pas une vie extravagante quoi. Enfin, non, mais tout le temps comme tout le monde que tu gagnes 2000, 3000, 4000, 5000, même plus. Tous les mois qui passent, t'as moins. Enfin, tu veux dire, ça vaut plus moins qu'avant quoi. Bah, ils te prennent toujours plus. La valeur de l'argent baisse de plus en plus. Il y a une inflation de plus en plus grande. Pour tout le monde. Pour tout le monde. À part si t'es méga riche et que tu fais du pognon tous les jours en plaçant tes thunes et à la limite, tu t'en fous pour l'instant. Ouais, mais moi, je suis conscient que je souffre pas pour l'instant. Mais pourquoi? C'est parce que je me prive de voyages autour du monde, je me prive d'une grosse bagnole, je me prive d'un appart luxueux. Voilà, je me prive de plein de choses hein, dans la vie. Même parce que je sais que ça va être de plus en plus difficile dans l'avenir. Mais il y a déjà aujourd'hui des gens qui crèvent la dalle quoi. Enfin, en France. Enfin, c'est la misère. De plus en plus. Mais le jour où moi je souffrirai, peut-être que là ça va éclater la révolution, j'en sais rien. Ou qu'il y aura une guerre civile, j'en sais rien. Mais moi je me prive énormément pour ne pas souffrir tout de suite. On a du mal à prédire, c'est compliqué, c'est qui est bête, c'est un peu, je trouve, c'est difficile de prédire, mais ce serait plus efficace de mieux savoir quoi. On peut pas savoir en fait, on peut pas, c'est difficile à savoir. Il y en a qui attendent aussi le bon moment pour sortir, quoi, pour se bouger. Donc il y en a qui attendent que les fous passent à leur place. Quoi. Il y en a qui sont sortis, les jeux sont sortis, mais tout le monde n'est pas sorti. Quoi. Non, bah non, parce que c'est logique aussi. Ouais, parce que les gens ils n'ont pas encore assez souffert. Tant que tu souffres pas dans ta chair,
tu vas pas bouger. Mais les gilets jaunes qui sont sortis, ils souffraient déjà dans leur chair. Et moi, j'ai pas attendu de souffrir dans ma chair pour sortir dans la rue parce que je savais que c'était le moment où il fallait faire bouger les choses, quoi. C'est par rapport à l'injustice que tu as peut-être dû subir ou que tu as vu, et puis tu es tout jeune, tu supportes pas ça. C'est ce qui réunit pas mal de gilets jaunes, la justice. Le ras-le-bol par rapport à une société inégale. Bah ouais, mais c'est surtout des gens qui en avaient marre de payer, et puis de pas finir les fins de mois. Il y en a beaucoup comme ça, quoi. Ouais, beaucoup, mais pas tous complètement, mais tu t'es pas obligé de... Quoi qu'il y avait aussi des chefs d'entreprise qui sont ouais, c'est ça. Des artisans. T'es pas obligé de tout connaître comme tout le monde, mais tu peux être dans l'empathie et comprendre et avoir des proches qui ont du mal. Ouais. Je sais pas si t'as connu soit les fins de mois difficiles, soit des fois où t'as plus trop sur ton compte, où tu peux connaître des gens. Des fois, à une époque, tu fais des chèques, on demande de retirer plus tard, tu vois, les sous vont tomber. Ouais, en différé. Ouais, tu dis, je vais me débrouiller, j'ai un chéquier, je vais faire un chèque, je vais demander. Après, tu peux te planter parce que le type, il peut passer le chèque, et ça peut te retomber sur toi. Mais c'est pour ça que maintenant, ils veulent plus les chèques, parce que des fois, les chèques, voilà, à un moment donné, ça passe pas, ça marche pas. Ouais, s'il n'y a rien dans ton compte, le chèque, il n'est pas encaissé. Les gens abusent un peu. Non. C'est terrible depuis avoir une thune, de te dire, encore 5 jours ou 10 jours. Je suis passé par là, j'ai vécu 18 mois. T'as connu ça j'ai connu ça. Voilà pourquoi tu comprends. C'est pour ça que je comprends. Faut le vivre alors, faut le vivre. Oui, il faut le vivre dans sa chair. Et c'est pour ça que je comprends les gens qui sont sortis. Moi, j'ai vécu 18 mois au chômage. J'avais un petit gamin de 1 an. Je paye les couches, les machins, les trucs. Je comptais, mais le centime près, quoi. Et c'est terrible de vivre ça. C'est horrible. Excusez-moi, je vous interromps 2 On secondes. va couper, de toute façon, on va arrêter. C'est une glace. Il y a plusieurs parfums. Citron, noisette. Il y a des glaces. Moi, je vais couper parce qu'on est un peu à l'écart. On va vous rejoindre. Alain, merci. Ouais, on va rejoindre tout le monde parce que sinon on est un peu à part. Mais merci. J'espère que c'est un peu plus compréhensible ce que j'essaye de transmettre. Mais, voilà. Mais je te remercie. De rien. Parce que sinon on est un peu coupé des autres, mais on va continuer. Merci. De rien.